Compose, hors série numéro 2. C'est hyper important de savoir à qui on apporte en toute humilité, tu vois, avec qui on veut bosser. Parce que si on travaille avec les bonnes personnes, c'est ce qu'on appelle le client idéal, qui a les mêmes valeurs que toi, qui a un projet qui t'intéresse, etc., ben, tu vas vraiment faire du bon boulot. Donc en fait, c'est vraiment bien pour le projet et pour toi, pour moi ici en l'occurrence, parce que du coup, je sais que ça va m'éclater, quoi. Je vais vraiment prendre plaisir. C'est-à-dire que c'est hyper important pour moi de me dire « Ah, chouette, aujourd'hui, je coach tel projet ». Et mes coachés, je suppose, le ressentent aussi que je prends plaisir à les voir, à les écouter pendant 1 heure. Donc, je trouve ça hyper important. Bienvenue dans ce 2e hors-série de Compose. Le principe, c'est que j'invite cette fois celles et ceux qui aident les autres à oser créer. Et mon invitée, c'est Lucie Hardy qui coach des femmes qui entreprennent avec son De la Crème Studio. Ensemble, on a parlé de son parcours dans le coaching, de la liberté que représente pour elle l'indépendance, de son fil rouge qui est l'humain, de l'ikigai, un outil de développement personnel, de son podcast De la Crème sur l'entrepreneuriat féminin, de sa maman, de sa grand-mère. Je vous souhaite une très belle écoute. Merci Lucie d'être avec moi aujourd'hui pour ce 2e hors-série de Compose. Merci beaucoup Julie de m'avoir invitée. Tu es donc coach d'entrepreneur avec De la Crème Studio. Pour revenir un peu au début, tu peux m'expliquer comment tu t'es lancée en fait dans le coaching ? Comment je me suis lancée dans le coaching ou dans le coaching d'entrepreneur ? Dans le coaching, de manière générale d'abord. Oh, alors ça remonte à très longtemps. Donc moi à la base j'ai fait des études en ressources humaines parce que c'était des études très, j'ai envie de dire polyvalentes dans le sens où on étudiait de la psychologie, la science du travail. Enfin voilà, c'était très varié et très axé sur l'humain. Après, je me suis rendu compte que travailler dans les ressources humaines, c'était pas tout à fait la même chose, mais bon, voilà, c'est une autre histoire. Mais donc après, j'ai travaillé dans les ressources humaines, dans le recrutement en particulier, et donc là, j'ai eu l'occasion de beaucoup être en contact avec des êtres humains. Et de beaucoup apprendre à les analyser, à analyser la personnalité et essayer de faire matcher la demande de candidat avec la demande la recherche de candidat avec la demande du candidat. Je sais pas si c'est clair ce que je dis. Et donc là, je me suis formée en coaching à ce moment-là pour accompagner justement les candidats dans la démarche de recrutement. Et puis ensuite, j'ai fait un revirement total parce que j'ai eu envie d'étudier la nutrition. Je me suis passionnée pour ça. Et donc là, j'ai plutôt accompagné des personnes dans le changement alimentaire et tout ce que ça comporte au niveau émotionnel. Et puis ensuite j'ai organisé pas mal d'événements autour de la nutrition et de rencontre en rencontre. On m'a proposé un job de coach d'entrepreneur justement pour une structure dont c'est le travail, dont c'est le métier, qui était un incubateur sur Liège. Et je suis arrivée là-dedans comme ça. Donc en fait, le coaching, ça fait plus de 15 ans que je fais du coaching. C'est vraiment le fil rouge de ma carrière, mais je l'ai fait dans plusieurs domaines différents. Ouais. Mais pourquoi justement ça te plaît d'accompagner les gens, que ce soit le coaching dans la nutrition ou dans l'entrepreneuriat ? J'adore l'être humain en fait. J'adore l'être humain. J'adore observer l'être humain. J'adore le voir se déployer, l'accompagner dans le déploiement. Ouais, je pense que c'est ça. Et pourquoi tu as décidé de te lancer comme indépendante, de plus travailler pour une entreprise, mais vraiment travailler pour toi ? Ça s'est mis un peu tout seul. Alors j'adore l'indépendance, j'ai besoin d'être libre. C'est vraiment pour moi le summum de la liberté, c'est l'indépendance. Parce que je peux décider de tout ce que je crée. Personne ne me dit comment je dois créer. Et puis, je travaille en fonction de mes valeurs à moi. Personne ne m'impose aucune valeur. Et ça, c'est hyper important pour moi.
C'était quoi ta question? C'était comment tu t'es lancée toi-même comme indépendante, du coup? Comment c'est né de la crème? Du coup, donc, je bossais pour une structure, donc un incubateur. J'ai démarré le podcast, puisque j'ai un podcast sur l'entrepreneuriat féminin. Et puis, via le podcast, en fait, j'ai eu de plus en plus de demandes d'entrepreneurs qui avaient besoin d'un accompagnement dans le démarrage de leur activité. Et puis ça a commencé à prendre de l'ampleur. Et puis le travail dans l'incubateur commençait à me prendre... Enfin, les deux ensemble, en fait, je m'en sortais plus. Et donc j'ai dû faire un choix entre les deux. Et du coup, ça a été l'indépendance. Il y avait une crainte quand même avant de te lancer? Ouais, bien sûr. Ouais, bien sûr, évidemment. Non, mais c'était ça qui était confortable. C'était que... Enfin, confortable et inconfortable. Mais en fait, le fait d'avoir démarré en étant salarié... J'avais un appui financier, du coup, stable. Et en fait, j'ai pu démarrer mon activité calmement, si tu veux, avec un apport financier qui arrivait un peu tout seul. Enfin, tout seul, on se comprend même. Oui. Tu vois, quand on passe de l'indépendance au salariat, tu comprends, ça arrive tout seul. Et du coup, voilà, ça a réduit la peur du financier, même si le jour où tu te dis, OK, je quitte vraiment ce CDI, on parlait des CDI tout à l'heure en coulisses, je disais que j'avais la phobie des CDI, je quitte ce CDI pour prendre mon envol, mais me lancer un petit peu dans le vide, quoi, au départ. Ouais. Donc, ça fait flipper. Ouais, ça fait flipper à fond. Surtout que tu sais que quand tu es indépendant de full, même s'il n'y a pas au début suffisamment de rentrée d'argent, tu dois quand même débourser les cotisations sociales et quand même débourser les impôts, et tous les frais Donc tu sors plus d'argent que parfois t'en rentres au début. Donc ouais, ça fait flipper. Ouais. Mais ça t'aidait justement d'être toi-même indépendante totale dans le coaching pour coacher ces entrepreneurs qui voulaient se lancer, quoi. Ouais, ça clairement. Donc j'avais déjà été indépendante avant, quand je travaillais dans la nutrition, j'étais déjà indépendante. Et donc rien que le fait d'avoir été déjà entrepreneur avant pour pouvoir coacher les futurs entrepreneurs ou conseiller les entrepreneurs qui sont déjà établis. Oui, clairement, parce qu'en fait, dans toutes les équipes dans lesquelles j'ai bossé, pour les incubateurs, j'étais toujours aux côtés de coachs qui avaient fait des études souvent à HEC, et donc qui avaient toute la théorie de l'entrepreneuriat, etc. Et en fait, moi, j'avais la pratique. J'étais passée par le chemin, donc je savais quelle peur il fallait dépasser, quelle confiance il fallait prendre, tout ce que tu dépasses quand tu entreprends, quoi. Je l'avais vécu, donc je le savais. Et du coup, ouais, c'est clair que ça aide à... Je pense que pour bien accompagner, bien coacher, c'est important d'avoir fait le chemin soi-même. Parce que sinon, tu fais que donner de la théorie et dire à l'autre ce qu'il doit faire, alors. Mais pour moi, ça n'a pas de sens. Après, ça aide aussi, ça peut aider aussi, mais pour moi, si tu as vraiment fait le chemin et que tu as vraiment traversé ce que la personne en face de toi est en train de traverser, là, tu peux vraiment l'accompagner. Quand tu es redevenue salariée après la nutrition, tu te disais qu'à un moment, tu repasserais du côté de l'entrepreneuriat? C'était le but. Ouais. D'un côté, c'était confortable, tu vois, de retourner dans le salariat parce que tu te dis, wow, ça va tomber tous les mois tout seul. J'ai des congés payés. Si je suis malade, je suis payée. Il y a une sécurité, genre vraiment de dingue. Mais d'un autre côté, tu dois vraiment composer avec les valeurs d'une structure. Ça, c'est difficile. Pour moi, en tout cas. Et puis, ce manque de liberté, quoi. Et puis moi, en fait, une fois que j'ai une idée, j'ai besoin d'y aller, de la tester. Je peux pas attendre que la hiérarchie décide que oui, non, faire des réunions pendant des heures, discuter. Tu vois, j'ai besoin d'y aller tout de suite. Donc c'est jamais... souvent les choses vont pas assez vite ou ça bouge pas assez vite. Là, le dernier incubateur dans lequel j'ai bossé, j'avais plein d'idées. Je voulais travailler justement sur l'ikigai, apporter l'ikigai dans les coachings entrepreneuriaux. Et donc, toutes les réponses que j'ai eues, c'est mais ça se fait pas. Cet outil-là, déjà on le connaît pas. Avec quoi tu viens, un truc japonais, machin. Et puis en plus, c'est un outil de développement personnel. Qu'est-ce qu'il a à voir avec l'entrepreneuriat? Et donc je leur disais, mais moi j'ai envie qu'on utilise cet outil comme business plan, parce que pour moi, un business plan, c'est... Attends, je vais essayer de le dire en étant poli, c'est joli.
Tu vois, c'est pas stimulant, c'est plat, voilà, on se pose pas les bonnes questions dans un business plan. Pour moi, je trouve pas ça très moderne. Et donc, j'avais envie de venir un peu dépoussiérer, réveiller l'entrepreneuriat de cette manière-là. Et alors, je te raconte pas le nombre de réunions dans lesquelles j'ai dû expliquer que ça allait être bien, que ça allait marcher, que c'était novateur, que... Au bout d'un moment, j'ai dit non, mais laissez tomber, je vais l'utiliser pour moi, pour de la crème, et on fait autre chose. Non, voilà, c'est tout ça. Je trouve que dans le salariat, on laisse pas suffisamment la place aux créatifs pour créer, en fait. L'ikigai, pour ceux qui connaissent pas, qu'est-ce que c'est, en quoi ça consiste exactement? Donc l'ikigai, c'est un outil de développement personnel à la base, donc japonais, qui nous vient d'Okinawa. Et donc ça se présente sous 4 cercles qui s'entremêlent. Et donc les 4 cercles vont explorer quelque chose de différent, donc sur base de plein de questions d'introspection. Et donc le premier cercle, c'est ce que j'aime, vraiment ce qui me vient du cœur, ce qui me met en joie, ce qui m'anime, ce qui me nourrit. Le deuxième cercle, c'est les dons et les talents. Donc c'est là qu'on va explorer un peu toutes les compétences, les talents, les dons, etc. C'est un cercle souvent où on rentre pas mal en introspection, parce qu'en fait, je remarque que... En fait, il y a beaucoup de sabotage dans ce cercle-là, parce qu'un talent, c'est quelque chose d'inné qui est facile. Et donc souvent, on ne se rend pas compte de ces talents. Parce qu'en fait, on ne nous a pas du tout habitués à mettre la lumière là-dessus. On nous a souvent habitués à mettre la lumière sur tout ce qu'on ne fait pas de bien et qu'il faut qu'on fasse bien, mais pas spécialement sur ce qu'on fait de bien déjà et qui est facile, et faire grandir ça, justement. Donc c'est un cercle en général où je dois pas mal accompagner. Alors le troisième cercle, c'est les besoins du monde, donc ce qu'on va apporter à l'extérieur. Donc je dis souvent, on part vraiment de soi en introspection pour voir ce qu'on apporte à l'extérieur, pas dans le sens inverse. Parce qu'en fait, souvent, actuellement, on part de l'extérieur, donc de ce que la société voudrait, et on s'adapte. Et on construit quelque chose par rapport à la demande de l'extérieur. Tu vois. Là, c'est vraiment l'inverse. Donc, on part de soi et on apporte quelque chose à l'extérieur. Voilà. Et puis, le quatrième cercle, c'est la rémunération. Donc, comment tout ça... Là, on rentre plus dans le terre-à-terre, les chiffres. À un moment, il faut bien rentrer là-dedans. Et donc, là, on analyse vraiment les services... de quelle manière on va se rémunérer, la visibilité, etc. C'est un gros travail. Donc c'est vraiment l'équivalent d'un business plan. Je ne sais pas si tu vois un business plan, en général, ça prend quand même une bonne 50aine de pages. Là, ça prend beaucoup moins, c'est beaucoup plus visuel. Donc c'est vraiment beaucoup plus adapté aux créatifs. Et voilà, moi j'adore. Je trouve que vraiment d'aller entre le développement personnel et l'entrepreneuriat, pour moi, en tout cas, c'est un bon milieu. Parce que l'entrepreneuriat, pour moi, est un parcours initiatique dans lequel tu te dépasses en permanence, tu apprends à te connaître, et puis tu t'indépendantises, quoi. Donc, c'est hyper important d'avoir réfléchi avant à ton identité, en fait, à qui tu es, pour apporter quelque chose à l'extérieur. Donc, l'ikigai, c'est vraiment un outil que tu utilises au début des coachings ? Alors, tu veux dire au début dans le sens au début de ton accompagnement de quelqu'un ? Ou pas forcément? Ou ça peut être quelque chose que tu fais indépendamment d'un coaching? Bon, ça dépend vraiment. Je m'adapte toujours aux besoins de la personne. Comment ça se passe justement? Comment ça se passe la première rencontre? Parce que tu parlais aussi de tes valeurs et des valeurs que tu voulais mettre dans ton projet. Ouais. Donc comment ça se passe pour que vos valeurs se aillent ensemble? Ça, je le mentalise pas plus que ça. En général, j'ai la personne au téléphone. Donc, si j'ai une personne qui est intéressée par l'accompagnement, j'ai toujours en call au moins 10 minutes pour qu'on évalue quel est son besoin, justement d'où elle vient, quel est son parcours, pourquoi est-ce qu'elle veut entreprendre, etc. Donc, je lui pose quand même pas mal de questions. Et puis, je vois déjà si moi je le sens, si ça va me stimuler, parce que ça fait partie du truc. Si moi le projet ne me stimule pas, la personne ne me stimule pas, je vais faire du moins bon travail. Ah ouais. Ça peut arriver que quelqu'un qu'un projet... Ça arrive rarement,
Ça arrive très rarement, je le repère toujours dans ce call. Ah oui. Mais dans ce cas-là, juste, je trouve une meilleure personne pour accompagner ce projet-là. Voilà. Je pense que c'est hyper important et c'est ce que j'apporte aussi dans l'accompagnement. C'est hyper important de savoir à qui on apporte en toute humilité, tu vois, avec qui on veut bosser. Parce que si on travaille avec les bonnes personnes, c'est ce qu'on appelle le client idéal, qui a les mêmes valeurs que toi, qui a un projet qui t'intéresse, etc., ben, tu vas vraiment faire du bon boulot. Donc en fait, c'est vraiment bien pour le projet et pour toi, pour moi ici en l'occurrence, parce que du coup, je sais que ça va m'éclater, quoi. Je vais vraiment prendre plaisir. C'est-à-dire que c'est hyper important pour moi de me dire « Ah, chouette, aujourd'hui, je coach tel projet ». Et mes coachés, je suppose, le ressentent aussi que je prends plaisir à les voir, à les écouter pendant 1 heure. Donc je trouve ça hyper important. Et j'ai oublié ta question, hein, je sais plus. Oui, c'était comment tu voyais que vos valeurs se matchaient en fait. Ah oui, donc voilà. tu as répondu. C'est plus, je t'avoue, au feeling. Après, souvent, après ces 10 minutes de call, je demande à la personne de m'envoyer un mail, donc de réfléchir à ce qu'on s'est dit. Donc elle doit faire une démarche de plus, où elle doit m'envoyer un mail avec certaines questions qui me viennent en plus, auxquelles j'aimerais bien qu'elle réfléchisse. Donc on démarre déjà, si tu veux, le travail. Et par rapport à ça, je vois si je prends ou pas, ou si je renvoie vers une de mes collègues dans l'accompagnement entrepreneurial. Et il y a des points communs comme ça entre les projets que tu coaches c'est quel type de projet en fait avec quel type de projet tu vas travailler? Alors c'est d'office des projets créatifs ou des artistes. Enfin, voilà, c'est les profils que je connais bien. C'est les profils qui me stimulent. Ouais, j'adore travailler sur le processus créatif, c'est des profils en particulier, donc il y a vraiment une autre estime de soi, enfin un travail sur l'estime de soi qui est hyper important pour que ces personnes se déploient. C'est une autre approche. J'ai déjà et je le repérais déjà dans le recrutement. C'est vraiment une autre manière de fonctionner et une autre approche. Voilà. Donc je me suis vraiment spécialisée dans ces profils-là. Alors au niveau des valeurs, c'est toujours des projets qui apportent quelque chose au monde avec une certaine éthique. Voilà, je me rappelle par exemple d'un jour où une fille qui voulait que je la coach, donc je l'ai eu en call pendant 10 minutes. Plus ou moins, et je lui ai dit, et pourquoi est-ce que tu veux entreprendre? Et elle m'a dit, pour gagner de l'argent. Et je lui ai dit, ok, pour gagner de l'argent, mais qu'est-ce qu'il y a derrière? Pourquoi d'autre? Qu'est-ce que tu veux apporter? Elle m'a dit, non, juste pour gagner de l'argent, parce que j'ai pas envie de regarder le prix sur les étiquettes quand je fais mon shopping. Okay. Écoute, je pense que tu vas trouver bien meilleur coach que moi pour créer vraiment un plan financier qui tient la route au niveau rentabilité et tout ça, mais moi, ça va pas du tout me stimuler, quoi. Pas du tout, du tout. Donc voilà, j'ai vraiment besoin que la personne ait une envie d'apporter quelque chose au monde. Et évidemment, sous-jacent, il faut être rentable, quoi. Ça, c'est sûr, c'est certain, ça, c'est les pieds sur terre. Tu peux pas travailler à perte, quoi. Ça va pas non plus, c'est pas juste pour l'entrepreneur. Mais si c'est le moteur premier, moi, ça va moins m'intéresser. Voilà. Est-ce que pour tes coachés, c'est difficile de faire ce premier pas vers le coaching, de demander un coaching ou ça leur paraît naturel? Enfin, comment c'est vécu? Alors ça, je sais pas. Quand elles viennent vers toi, qu'est-ce qu'elles te disent? Souvent, elles viennent vers moi via le podcast, parce qu'elles ont entendu un peu qui j'étais et ma manière de travailler et mes valeurs en filigrane dans le podcast. Est-ce que la démarche est difficile? Je pense que ça dépend d'une personne à l'autre. Il y en a parfois qui me tournent autour pendant longtemps, tu vois, qui m'envoient des trucs sur Instagram, qui like des trucs, et puis elles me disent j'aimerais bien avoir un call avec toi, et puis mais je sais pas, et voilà, des fois ça prend du temps, et à la fois faut être prêt, faut être prête pour entamer un coaching. C'est ça que j'évalue aussi dans le call que j'ai avant de prendre un coaching.
Parce que c'est important que ça soit le bon moment pour la personne. Qu'elle se sente prête à aller... Je dis souvent, l'introspection qu'on va faire pour monter le projet, c'est vraiment aller brasser le fond et le faire remonter, quoi. Donc, il y a beaucoup de trucs qui ressortent, souvent. Donc, voilà, il faut être prête. Pour toi, c'est ça vraiment le lien entre l'entrepreneuriat et le développement personnel ? Ouais. Ouais, c'est un des liens, en tout cas, ouais. Et pour revenir un peu au podcast, vu que tu l'as lancé quand tu étais encore salarié, dans quel but tu l'as lancé ? Tu t'imaginais la suite ou c'est vraiment par plaisir que tu l'as lancé parce que tu voulais mettre en avant certains projets ? C'était vraiment par plaisir. C'était vraiment, vraiment par plaisir. En fait, donc je bossais pour cet incubateur, le tout premier à Liège. Et donc, j'avais 1 heure de trajet à faire aller et 1 heure retour. Et en fait, j'écoutais des podcasts pendant les trajets. Donc, c'était le kiff. En fait, je me disais tous les matins, génial, je vais écouter un épisode de truc ou truc. Et le soir, génial, je vais écouter un autre épisode. Et donc, je coachais des entrepreneurs. Donc, ça m'intéressait d'entendre des récits d'entrepreneurs. Mais j'ai trouvé quelques podcasts à l'époque. Donc, je te parle d'il y a 3-4 ans. Mais voilà, et puis je me suis dit, mais en fait, moi, j'ai envie de donner la parole à des femmes entrepreneurs pour qu'on puisse entendre vraiment le vrai récit de ce qui se passe vraiment derrière l'entrepreneuriat. Parce que souvent, ce qu'on montre, c'est le moment où la femme ou l'entrepreneur a, je mets des guillemets, réussi, parce que c'est très subjectif, la réussite. Mais on parle pas de tout le cheminement, de toutes les difficultés, de tous les moments où la personne s'est dit mais ça n'ira pas, ça n'ira jamais. De tous les moments où il y a eu des gros downs, de tous les moments où il y a eu des ups, enfin, de la vraie vie en fait, qu'il y a derrière ça. Des peurs que la personne a dû dépasser, de tout le cheminement qu'elle a fait, de toutes les difficultés qu'elle a dû dépasser. Souvent, on n'en parle pas de trop. Donc, j'avais envie que... c'est comme je dis dans l'intro, qu'on parle vrai autour de ça. Et je trouve que c'est ça qui donne du courage vraiment, en fait, aux autres femmes qui écoutent ce podcast. C'est d'entendre qu'en fait, elles ne sont pas les seules à flipper, à paniquer, à devoir dépasser des trucs. Parce qu'en fait, quand t'entends que les gens ont facile, qu'ils réussissent, et que tu vois que le moment où ils ont réussi, je remets des guillemets... ça te fait juste complexer, en fait. Tu te dis, ouais, mais moi, j'y arriverai jamais, je suis pas à la hauteur de ça. Alors que quand t'entends le vrai truc qu'il y a derrière, tu te dis, oui, c'est un être humain, comme moi. Elle a dépassé des trucs, comme je vais le faire aussi, comme je le ferai. Et je pense que c'est ça qui donne du courage, en vrai. Et pourquoi les femmes, uniquement ? Pourquoi les femmes ? Parce que c'est... je sais pas si c'est bien de dire un profil en particulier, mais voilà, je vais le dire comme ça. C'est des difficultés que les hommes n'ont pas. Pour plein de trucs. Pour le fait que, tout simplement, déjà, les femmes ne sont pas sur le marché du travail depuis hyper longtemps. Donc, ça fait quoi ? Enfin, c'est la génération de nos mamans, nos grands-mères à peine. Donc, il y a eu, ce paradigme-là a changé il n'y a pas si longtemps, en fait. Il y a une centaine d'années que, même pas, je dis des conneries, une soixantaine d'années que les femmes sont vraiment sur le marché du travail. Et que les femmes s'indépendantisent encore moins longtemps. Donc, il y a quand même... Et puis, il y a des difficultés qui sont vraiment liées à l'entrepreneuriat féminin, dans le sens que souvent... Et je vais parler de trucs dont on parle tout le temps, mais la charge mentale est quand même réservée à la femme dans le foyer. Alors, je fais des généralités, il y a des foyers dans lesquels c'est pas le cas. Mais moi, la majorité des femmes que je coach, à un moment, ce problème-là se pose. C'est qu'en fait, au début de l'entrepreneuriat, elles gagnent pas encore super bien leur vie, parce que l'activité, voilà, il faut le temps qu'elle démarre. En général, il faut entre 1 et 3 ans avant de pouvoir dire que l'activité a démarré, qu'on peut se payer, que... Voilà, on a une certaine stabilité. Et donc, souvent, ce qui se passe, c'est que pendant ce temps-là, le moment où elles ne sont pas hyper rentables dans le couple, si tu veux, du coup, elles se prennent toute la charge mentale et toute l'organisation du foyer. Et donc, souvent, elles se retrouvent à tout gérer, quoi.
Ce qui fait qu'en fait, tout gérer dans le foyer, plus démarrer une activité, ça fait une charge mentale de malade. Parce que quand tu démarres une activité, il y a une énergie de dingue que tu dois déployer. Il y a vraiment beaucoup de trucs à créer. Et donc, souvent, elles sont freinées par le fait qu'elles veulent un peu être... Et je dis qu'elles veulent parce que souvent, voilà, souvent, l'homme a appris à déléguer la charge mentale à sa femme, il s'en rend même pas compte. Et la femme prend ça. Elle veut pas le déléguer au mec. Enfin, elle a du mal à déléguer. Je sais pas pourquoi. Je pense que c'est un Parce truc. Que c'est ancré un peu. C'est ancré, c'est un truc. On est tellement éduqués comme ça que voilà, c'est compliqué. Mais du coup, voilà, j'ai vu beaucoup de femmes être freinées par ce truc de je veux tout gérer à la maison. Et à la fois, je déploie mon activité, mais j'arrive pas vraiment à la déployer. Et si je la déploie, avec tout le travail que ça demande, je culpabilise à fond. Parce qu'en fait, j'ai l'impression de faire un truc qui m'amuse et qui m'éclate. Et pendant ce temps-là, de pas m'occuper de mes enfants ou de ce qui se passe à la maison, tu vois. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je retrouve tout le temps, c'est cette ambiguïté. Et je pense que c'est lié à l'entrepreneuriat, c'est lié aussi au salariat. Hein. Les femmes qui font carrière, souvent, elles culpabilisent. Et on les fait culpabiliser. C'est un peu la société qui est comme ça, avec la pression d'être une mère parfaite, d'être une femme parfaite, d'être une employée parfaite. Parfaite. Voilà. Ouais. Après, je dis pas, hein, les hommes aussi ont leur lot de pression. Mais moi, ce qui m'intéressait, c'était la femme. Et puis, je viens d'une famille de femmes. Ma grand-mère, justement, n'a pas pu travailler, elle, parce qu'à l'époque, elle travaillait dans une structure. Et une structure publique, et une fois que tu te mariais, en fait, tu ne pouvais plus travailler. Ah ouais. Donc je sais pas comment ça se passait, soit tu devais démissionner, soit tu te faisais licencier, j'en sais rien. Mais en tout cas, ça c'est quelque chose qu'elle m'a toujours dit. Le jour où je me suis mariée, j'ai dû quitter mon travail. Ah, c'est dingue. Parce que j'étais censée faire des enfants et gérer tout à la maison. Et en fait, elle détestait ça. Donc je l'ai entendu mais toute ma vie. Et je pense que ma mère, en réaction à ça, elle a voulu faire carrière avec une énergie un peu plutôt masculine, vraiment carriériste, et a rejeté vraiment tout ce qui était à la maison, faire à manger, ranger, nettoyer, tout ça. Pour elle, c'était vraiment totalement rejeté. Donc elle est partie dans l'autre. Moi, j'essaie de trouver le juste milieu et d'accompagner les femmes dans ce juste milieu-là aussi. De savoir, je parle très très souvent d'équilibre dans mes coachings, et je pense que c'est ça le point important, c'est quel équilibre de vie tu veux avoir en fait. Et ça dépend de chaque personne aussi. Ah ouais, c'est ça. Et quel est ton équilibre à toi? Ouais, c'est ça. Pas celui que la société aimerait que tu aies, ou que tes parents aimeraient que tu aies, ou etc. Vraiment le tien. Ça, c'est difficile à aller voir. Très difficile à aller voir parce qu'en général, les personnes ne le savent même pas quel est leur équilibre. Qu'est-ce qu'elles veulent comme équilibre? Et si ton équilibre, c'est de t'occuper de tes enfants à 3/5 et d'avoir une petite activité sur le... Enfin, peu importe, en fait, tous les équilibres sont OK et on construit par rapport à ça. Si ton équilibre, c'est de travailler full et d'à peine t'occuper de tes enfants parce que leur papa va s'en occuper, peu importe. Mais va voir ça en face et construisons par rapport à ça. Et ça se passe sur combien de temps comme ça, les coachings? Ça dépend aussi vraiment des personnes et de leurs projets? Ou t'as un timing, entre guillemets? Non, j'ai pas de timing. Au début, je me suis posé la question, ça, parce que je voyais des coachs qui faisaient des espèces de coaching à la carte, tu vois, où tu payais sur, je sais plus moi, ça dépendait d'un coach à l'autre, mais sur 3 mois, genre, et t'avais ça te coûtait autant et t'avais autant de séances. Moi, c'est impossible, je peux pas faire ça. C'est vraiment en fonction de leurs besoins. Ouais. Chaque personne est tellement différente et va tellement avoir un rythme différent dans la construction de tout ça et dans la remise en question c'est impossible que je fasse un truc à la carte. Impossible. Et qu'est-ce que ça te fait quand tu vois l'évolution de la personne? Il y a plein de coachings où
maintenant que je peux revoir les personnes, on se prend dans les bras, ou ça pleure. Non, c'est toujours... c'est très intense. Très intense. C'est un lien vraiment particulier que tu as avec tes coachés? Ouais. Ouais. Et je te dis, quand je te le dis, j'ai l'impression que j'ai la larme aux yeux. Ouais, vraiment... si elles m'écoutent, je leur dis... Enfin, vraiment, je les aime profondément. J'ai l'impression que chacune de mes coachés est un reflet d'une part de moi, tu vois. Et puis qu'elles vivent toujours... Enfin, qu'elles se montrent vraies et qu'elles me font confiance et que... voilà, donc... ouais. Et vraiment, elles t'apportent quelque chose. Enfin, toi, tu les aides à leur développement, mais elles t'apportent aussi quelque chose. Ouais. Pour toi, c'est vraiment important d'avoir cet aspect humain dans ton boulot. Oui. Ah ouais, je te dis, j'adore l'être humain, donc... ouais, j'adore l'être humain, encore plus les créatifs, les artistes, les hypersensibles. Enfin, tu vois, cette sensibilité qu'on retrouve chez les créatifs et les artistes, enfin, moi, ça me touche, quoi. Et j'aime bien cette intensité. Voilà, en sachant rester à ma place, hein, c'est-à-dire j'ai appris à ne pas rentrer non plus en fusion avec mes coachés, à savoir garder la bonne distance, mais j'ai besoin que ça soit intense. Moi, ça me stimule quand c'est intense. Donc ouais. Mais comme c'est intense, est-ce que justement ça te prend pas trop d'énergie à chaque coaching? Comment tu t'organises pour pouvoir t'investir à fond comme ça dans chaque coaching au quotidien? Déjà, j'ai appris à, comme je te disais, il y a vraiment des techniques pour, comment dire, rester pour que moi, je reste dans ma propre énergie et que ma coachée reste dans la sienne. Et que donc, à la fin du coaching, moi, je coupe, voilà, comment te dire? Parce que je me souviens qu'au début de ma carrière, souvent, je rentrais vraiment, mais beaucoup trop en empathie avec ma coachée, et que souvent, après, je restais un peu dans son énergie, comme ça, j'arrivais pas à couper, quoi. Je continuais à penser, et ça m'arrive plus. Jamais. Donc, une fois que le coaching est terminé. Moi, j'y pense plus, c'est terminé. Elle reprend sa vie, elle fait son chemin, et moi, le mien. Attends, c'était quoi ta question? C'était justement, comment t'arrivais, comme c'est à chaque fois assez prenant, comment t'arrives à gérer et à enchaîner, entre gros guillemets, les coachings? Ouais, mais donc ça, le fait d'avoir des techniques pour couper, le fait que je mets pas full coaching sur la journée, donc mon maximum de coaching que je mets sur une journée, c'est 4, ce qui est déjà pas mal. Ouais. Je comprends pas ceux qui mettent plus. Enfin, moi, je peux pas être focus. Je peux pas garantir d'être focus 100% sur la personne plus que 4 heures par jour. Non. Donc voilà, 4, c'est vraiment mon max. Et voilà, je prends le temps de bien me régénérer parce que tu peux pas être focus sur l'autre et donner de l'énergie à l'autre et bien le conseiller, l'accompagner si toi-même t'es pas bien nourri, quoi. Donc, y a des moments dans ma vie privée, et je te disais, je suis en plein dans un moment compliqué de ma vie privée. Je sais que je veille bien à être bien chargée avant un coaching, et que là, pour le moment, j'en mets moins, parce que je sais que j'ai moins d'énergie. Ouais. Mais donc, je peux continuer à garantir que chaque coaching va être de qualité, mais je suis obligée d'en mettre moins. Je peux pas faire de la quantité. Et justement, on parlait de rentabilité tantôt. Alors, comment tu fais la balance entre être rentable, mais t'écouter et écouter tes énergies? Mes coachings ont un prix, hein. Je pense que c'est ça. Je peux te garantir une qualité de coaching et en contrepartie, les coachés investissent là-dedans. Ouais. Il y a un moment où l'équilibre doit être trouvé, tu vois. Si je brassais la valeur de mes coachings, alors je devrais en prendre plus pour être rentable, et je ne pourrais pas garantir que je vais être aussi focus sur la personne quand elle est devant moi. Donc voilà, ça a un prix. Qu'est-ce que tu fais en dehors des coachings justement pour te nourrir avant et avoir l'énergie dans ta vie privée? Qu'est-ce qui te nourrit?
Ça, c'est plein de trucs. Alors, la musique me nourrit très, 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 très fort. C'est-à-dire que j'écoute de la musique en permanence et j'ai mes playlists selon l'humeur enfin, selon l'énergie que j'ai besoin d'avoir. Donc, j'ai des playlists plutôt mélancoliques, j'ai des playlists hyper boostantes. Enfin, voilà, donc la musique m'accompagne tout le temps, tout le temps, tout le temps. J'ai toujours mon téléphone, mes oreillettes. Dès que je bouge, j'ai la musique dans les oreilles. Enfin, voilà. Donc ça me nourrit très fort. J'adore aller courir. J'adore danser. D'ailleurs, j'ai un super cours de danse. Marcher, j'adore aussi dans la nature. Être entourée de belles personnes. Ça, c'est hyper important. J'aime pas être trop entourée, mais bien choisir qui m'entoure. Donc encore la qualité. Tu vois, bien entourée de personnes saines, qui ont une belle énergie. Ça me nourrit à fond. Quoi d'autre? Manger. Manger, découvrir, je sais pas, boire des cafés en terrasse, boire du café à fond. Prendre des apéros, regarder des séries à la con. J'adore ça. Lire des livres. Voilà, je pense que là, on a un bon petit mix de tout ce qui me fait du bien. Voilà. Et en fait, souvent, la musique m'aide à très très vite me remettre. Si je suis dans une énergie pas top et que j'ai pas le temps, tu vois, de prendre 1 heure pour aller marcher, par exemple, je sais que je peux aussi écouter une musique et bien danser dessus, et que ça peut me faire switcher pour être au top pour un coaching, par exemple. Donc j'ai des techniques, mais qui sont mes techniques à moi, en fait. Et c'est souvent ça que j'aide à trouver chez mes coachés, c'est qu'est-ce qui, toi, te nourrit, en fait. Moi, j'ai appris à savoir ce qui me nourrit. C'est des questions qu'on se pose pas, en fait. C'est con, c'est des questions cons, hein. Mais on se les pose jamais. Ouais. Et toi, comment tu fonctionnes principalement? Donc, y a eu le confinement et donc là, tous les coachings étaient beaucoup en ligne. Déjà, comment tu l'as vécu, le fait de passer entièrement en ligne? Et aujourd'hui, est-ce que tu fais une balance entre les deux, virtuel et réel? Alors, moi, le coaching... Donc, j'étais à l'époque dans l'incubateur dans lequel je bossais et j'avais commencé l'activité en complémentaire. Et du coup, le confinement a fait qu'on a dû tout mettre en ligne. Et au début, moi, j'avais dit, moi, jamais. Je ne coach pas les gens en ligne, j'ai besoin de les avoir en face de moi, de sentir leur énergie, je ne fais pas ça, enfin. Et puis, voilà, on n'a pas eu le choix. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était pas si mal, ça apportait ses côtés positifs. Après, il y a toujours des côtés positifs et négatifs dans tout, donc voilà. Mais il fallait faire avec, de toute façon. Donc voilà. Et en fait, quand j'ai quitté l'incubateur pour me mettre moi full indépendante, on était toujours en ligne. Donc en fait, moi, toute mon activité s'est construite en ligne à la base. Et puis j'ai pas mal voyagé. Voilà. Et donc je me suis dit, en fait, c'est trop bien. Le en ligne, ça veut dire que je suis totalement libre. Ça veut dire que si j'ai envie de bouger, je bouge. Si j'ai envie de coacher dans un coworking, je coach dans un coworking. Si j'ai envie d'aller boire un café et de faire mon coaching là, enfin, je coach où je veux, quoi. Et ça... C'est le summum de la liberté. C'est le summum de la liberté. Donc, je me suis dit, je vais garder ce côté-là, cette liberté. Et donc, maintenant, je fais un peu à la carte. Donc, c'est-à-dire, je dis à mes coachés, voilà, tel jour, je serai à tel endroit. Donc, celles qui veulent me voir se déplacent et viennent. Si elles n'ont pas le temps de se déplacer, on fait en ligne, pas de souci. Et donc voilà. Et le en ligne m'a permis de coacher des personnes qui étaient à Bali, des personnes qui étaient au Danemark, des personnes qui étaient à Paris. Enfin, d'ouvrir vraiment le truc à tout le monde, quoi. Et donc, voilà, ça comporte quand même des côtés positifs. Mais je suis très contente de revoir mes coachés, de pouvoir les prendre dans mes bras avant de démarrer, enfin, tu vois, et de sentir leur énergie en vrai. Et à la fois... je suis très contente aussi quand je peux le faire en ligne parce que moi, ça me donne cette liberté qui est importante pour moi. Est-ce que ça devient des amis ou est-ce que tu gardes quand même une distance, entre guillemets, professionnelle Non, je garde une distance. Ouais. Oh, ouais.
Déjà, je coach pas des amis. J'ai souvent eu des demandes, même des copines. Hein. Ouais. J'ai souvent eu des demandes de copines et ça je fais pas parce qu'il y a trop d'implications émotionnelles. Donc je sais pas te dire parce que c'est vraiment des personnes que j'aime, mais elles ne sont pas dans mon privé. Voilà, c'est ça la distinction. Ouais. Et tu as encore de la place aujourd'hui pour des nouvelles personnes à coacher? Oui. Je vais réouvrir mon agenda. Enfin, là tout de suite, non. Mais je vais réouvrir mon agenda, à mon avis, d'ici 2 semaines. En fait, dès que je vois que ça commence à s'alléger, que j'ai des personnes qui se lancent ou qui ont moins besoin, parce qu'il y a un moment où on met une cadence. Tu vois, au début, en général, je vois les personnes soit une fois par semaine, soit une fois toutes les 2 semaines, donc avec un rythme assez soutenu. Ouais. Et puis souvent, on voit qu'il y a moins de besoin de coaching, et donc on espace, et puis on espace encore plus, et puis on espace encore plus, et jusqu'au jour où je dis, écoute, t'as plus besoin, maintenant, tu peux y aller. C'est toi qui dois le dire ou parfois ça vient d'elle? C'est souvent moi. Mais parfois ça vient d'elle, hein, elle s'en rend compte elle-même. Mais c'est souvent moi qui le dis en disant de toute façon je suis là, si tu as besoin de refaire un point dans 6 mois, dans 3 mois, enfin j'en sais rien, ou qu'il y a un couac ou que je serai là. Donc il suffira de m'envoyer un mail ou de m'appeler et je trouverai un moment pour être là. Donc voilà, ta question. C'était toi qui leur disais que maintenant elle n'avait plus besoin de toi, ou si ça venait d'elle en fait. Ouais, voilà. Donc j'ai répondu. Il n'y avait pas une autre question avant? Non, je crois que c'était ça. Mais j'ai peut-être oublié aussi. Parce que dans ma tête, j'avais une nouvelle question. Je connais ça. Est-ce que pour toi, le coaching, même de manière générale, pas seulement dans l'entrepreneuriat, c'est vraiment très important? Est-ce que tout le monde devrait passer par un coaching à un moment ou un autre? Ah ouais. Moi-même, je suis coachée. Hein. Ma coach est coachée aussi. Enfin, ouais, non. Se regarder en face, comprendre. Mais déjà, moi, j'ai besoin d'être coachée pour pouvoir déposer aussi ce que je recevrais en coaching. Et puis, moi, j'ai envie de continuer à évoluer dans mon cheminement, quoi, de continuer à dépasser des peurs. Des peurs, il y en a tout le temps. Je suis pas arrivée, moi. Tu vois, personne n'est arrivé. On a toujours des nouvelles peurs à dépasser. On retombe toujours sur des blessures qui sont pas encore guéries, qui doivent être apaisées. Enfin, et je pense qu'on est un bien meilleur être humain quand on sait, quand on est accompagné, qu'on sait se regarder en face et qu'on travaille là-dessus, sur tout ça. Moi, 100%. Je pense que tout le monde devrait être accompagné, ouais. Le monde serait meilleur. Je suis sûre. Ouais. Quels sont tes futurs projets ou tes futures envies, en tout cas? Alors, mes futures envies, c'est d'encore plus travailler avec des artistes. Futur projet, en fait, je vais pas te dire parce que pour le moment, comme je te disais là, quand on discutait en coulisses, je suis en plein changement dans mon activité. Je sens que j'ai fait beaucoup de choses au niveau professionnel depuis que j'ai commencé à travailler. Je sais que je suis un profil créatif, donc les profils créatifs, faut pas qu'ils s'ennuient. Et puis on est toujours en train de s'intéresser à de nouvelles choses et d'avoir envie d'être restimulé. Enfin, et là je suis dans cette phase où je sens qu'il y a quelque chose qui va prendre un autre. Il faut qu'il y ait quelque chose qui bouge. Là je sens que j'ai besoin de mouvement, de créer, et je ne sais pas encore quoi. Je suis dans cette phase-là. Donc il y a quelque chose qui va se mettre, qui va bouger, mais je ne sais pas quoi. Et donc pour les nouveaux projets, je ne sais pas encore. J'attends de voir ce que la vie va faire de moi. Mais tu es fière d'accompagner toutes ces femmes vers l'indépendance, vers l'entrepreneuriat? Ouais, c'est vraiment... Ouais, c'est vraiment un plaisir pour moi. Ça, tu comptes... même si tu as des futurs projets, il y aura toujours cet aspect-là, cet aspect entrepreneurial et féminin? Ouais, d'office. Ouais, ça reste. Ce sera toujours à côté ou englobant ça, mais ça reste. Ouais. Je vais te poser la dernière question du podcast. Qu'est-ce que tu aimerais oser faire et que tu n'as pas encore fait? Waouh. Qu'est-ce que j'aimerais oser faire et que j'ai pas encore fait? Ça peut être personnel aussi.
Je vais te dire un truc con, hein, peut-être que la suite va venir, mais du parachute. C'est pas con, c'est pas con. Mais... Non, il y en a plein qui le disent. Ouais, Ouais. Ah, ça m'étonne pas. Ouais, symboliquement, je flippe de l'avion, je flippe de me jeter dans le vide. Enfin voilà, ce serait dépasser pas mal de peurs en une. Et je trouve que symboliquement, se jeter dans le vide avec un parachute, c'est l'entrepreneuriat. Donc, ouais, ça, j'aimerais bien faire. Putain, je sais pas, j'ai une bucket list de dingue. Il y a plein de trucs que j'aimerais faire. Et plus profondément, qu'est-ce que j'oserais ? Encore plus être moi-même. Encore plus être moi-même et oser l'assumer, l'afficher. C'est un chemin que j'ai démarré il y a quelques années, je pense, même là avec le podcast. Et donc, j'ose déjà être moi-même de plus en plus, mais j'aimerais oser l'être encore plus. Voilà. Merci beaucoup. Je t'en prie. Merci Lucie d'avoir accepté mon invitation. Je vous mets quelques liens pour la retrouver dans les notes de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Alors si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser des étoiles sur Spotify et Apple Podcast, à suivre Compose sur Instagram, Facebook et Twitter. Et puis, si vous voulez soutenir financièrement ce podcast, c'est possible via Patreon et Utip. Tous les liens sont aussi dans les notes. À bientôt pour un nouvel épisode.